Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne. Un plaisir d'être en votre compagnie. En actu aujourd'hui, on s'intéresse à nouveau à l'eau. Comment les communes de Genelier, d'Arzier-le-Muy et de Gland peuvent s'apprivoiser et exploiter au mieux justement cette ressource et cet or si blanc et si rare. Aujourd'hui, on en parle avec le géologue et hydrogéologue expert pour l'entente intercommunale, Aurel Jean Pariot. En sport, on donnera la parole à l'Aquatics Club La Côte. Moins d'un an seulement après sa création, l'équipe de water-polo va désormais évoluer en LNB et même jouer les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Enfin, en culture, on célèbre un anniversaire, les 90 ans du célèbre guitariste et chanteur brésilien José Barrense Dias. L'anniversaire avait lieu en début de semaine. La ville lui organisait une petite fête en compagnie de ses proches et de sa famille. Nous y étions. De son côté, Alexandre, lui, nous emmène faire du parcours du côté de Morges. Avec nous, plusieurs invités. Stéphane Ferrer, président d'Aquatics Club La Côte. Bonjour. Elemer Hadji, vous êtes joueur de l'Aquatics Club La Côte. Et Aurel Jean Pariot, vous êtes géologue et hydrogéologue, conseil pour les 3 communes. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Aurel Jean Pariot, on va parler justement de l'eau dans la région, puisque l'entente intercommunale pour l'exploitation de la source du Montant et l'armée suisse ont installé 1500 mètres de tuyaux qui relient le captage d'eau de la Saisie à la station de traitement de la source du Montant, actuellement asséchée. Une solution de secours, et c'est votre idée, Aurel. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Alors, c'est un dispositif opérationnel depuis le 5 septembre. Tout a été mis en place. Est-ce que tout fonctionne ? Je pense que tout fonctionne. On a la chance de bénéficier d'un puits d'essai qui a été fait dans les années 80 pour justement déterminer la possibilité d'avoir des ressources en eau beaucoup mieux fournies que l'exploitation de la source du Montant, qui est pour le moment une des seules ressources de conséquence dans cette région. Oui, la source du Montant, justement, son état de santé est critique puisqu'elle est asséchée. Quel est justement votre regard là-dessus en tant que géologue ? Alors, on savait que c'est une ressource qui est un peu volage. Elle réagit très, très vite à des variations de pluviométrie dans la région de Saint-Cergue. Elle peut avoir des débits gigantesques, mais elle peut aussi avoir des diminutions qui sont drastiques. Et c'est clair que pour ces communes, d'être liées à cette variation de débit, c'est quelque chose de très inconfortable. Ce qu'on avait déjà vécu en 76 se reproduit cette année. Et la tendance, avec le changement climatique, va justement dans une direction de la péjoration de cette ressource. Ouais, on a peut-être, je ne sais pas si tout le monde a conscience de cette chose-là, mais quelles sont les conséquences justement pour ces communes que sont Genelier et Arzier-le-Muy ? On sait que Gland avait la solution, puisque finalement elle a pu aller chercher l'eau dans le lac. Pour Genelier et Arzier-le-Muy, c'était un peu plus compliqué. C'est notamment Bassin qui a apporté une solution, mais ça les met forcément dans une situation de dépendance. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Oui, tout à fait. Écoutez, les réseaux d'eau, ils ont tout un historique. Et c'est clair que les communes du Haut ont des difficultés à s'approvisionner de l'eau du Léman. Ça pose du reste des problèmes d'énergie, d'amener ces eaux à haute altitude. C'est pour ça qu'on essaye de développer les ressources locales les plus hautes possibles pour qu'on puisse déjà les utiliser par gravité, ce qui permet d'économiser l'énergie. Mais maintenant, ce qui est très important, c'est qu'on ait des solutions qui servent à plusieurs communes à la fois, et avec les interconnexions des réseaux pour pouvoir appuyer, s'entraider dans ces situations critiques. Oui, c'est justement le cas de la Saisie, donc ce dispositif opérationnel qui est mis en place depuis le 5 septembre. Comment est-ce que ça fonctionne justement ? On a quelques images qui vont apparaître. C'est un puits, un réservoir naturel. Comment est-ce que vous... Voilà, c'est un réservoir naturel qui est en somme lié à une ancienne vallée qui était aux bordures du glacier du Rhône, qui occupait la dépression lémanique il y a de ça à peu près 15 000 ans. Et cette ancienne vallée a été remplie de gravier et on a là-dedans une nappe souterraine qui nous sert de réservoir naturel de grande capacité. Et le projet de la Saisie, qui est maintenant pendant et en consultation au niveau du canton pour une autorisation avec des captages définitifs. Maintenant, on utilise un captage provisoire qui va bien nous dépanner dans cette année critique.
Ouais, le captage, justement, là, c'était un sacré enjeu puisque ni la commune ni le canton n'avaient les outils nécessaires pour aller chercher l'eau au fond. Comment il a fallu faire? Il a fallu appeler l'armée suisse. Comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui, personne n'a les outils pour aller chercher l'eau qui est chez nous? Ouais, c'est des travaux spéciaux. Là, on a un puits qui fait à peu près 50 mètres de profondeur, qui a été donc créé dans les années 80. Ensuite, il faut pouvoir sortir cette eau qui, dans le niveau, se trouve à peu près à 30 mètres de profondeur. Donc, il faut des pompes qui soient suffisamment puissantes pour sortir l'eau du puits. Puis, il faut l'expédier ensuite à la source du montant, qui est encore quelques décamètres plus haut. Et c'est des capacités de 1000 litres par minute. Donc, vous voyez, c'est des débits considérables. Donc, c'est des gros moteurs. Il faut de l'énergie pour pouvoir faire fonctionner cette pompe. Et puis, il faut des tuyaux qui amènent depuis ce point-là, dans le vallon de la Saisie, jusqu'à la source du montant. Ouais, c'est là où intervient le canton, notamment, puisqu'il faut ces tuyaux pour ramener aussi l'eau dans le reste des communes. Est-ce que ça serait la solution de l'avenir pour notre région, selon vous? Je n'ai pas très bien compris votre question. Ouais, alors là, c'est la solution qui est faite, c'est ces tuyaux qui doivent acheminer l'eau d'un point à l'autre. C'est une solution provisoire, voilà. bien entendu. Le canton doit donner son accord aussi pour que cette solution devienne plus que provisoire et qu'elle soit établie, j'imagine, peut-être même à long terme. Est-ce que c'est la solution d'avenir que toutes ces communes, toutes nos communes soient reliées à ce point d'eau-là? Pas à un seul point, justement. Vous savez, dans l'industrie, dans l'agriculture, la solution, c'est la diversification. Ben, pour l'eau, c'est la même chose. Il y a des communes qui ont la chance d'avoir ces réservoirs naturels, qui sont ces réserves hydrogéologiques, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, c'est clair que les liaisons entre les réseaux, c'est quelque chose de positif, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi prospecter tous ces réservoirs naturels pour les découvrir, pour les évaluer, les protéger et qu'on puisse les mettre au service de la distribution d'eau potable dans les décennies qui viennent, surtout qu'avec le changement climatique au pied du Jura, on est fortement sensible à ces effets. Ouais, vous en avez parlé brièvement. Donc, il y a cette enquête publique qui a été terminée cet été et puis il y a une procédure au traitement des oppositions qui proviennent notamment des milieux de protection de la nature. Comment on gère justement cette situation? Puisque quand on est géologue, j'imagine qu'on est aussi sensible à l'environnement, à ses causes. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des personnes qui s'opposent à de tels projets, vous leur dites quoi? Eh bien, pour toutes les oppositions, notre travail, c'est de les convaincre de les lever. Et pour les convaincre, eh bien, il faut les rencontrer, leur expliquer, parce que souvent, c'est un problème de mécompréhension. Du reste, dans le projet Saisie, un des points importants, c'est de prélever moins d'eau dans les ruisseaux et d'assurer un débit minimum, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, les gens de la nature devraient être tout à fait favorables à ce projet parce que la situation après sera bien meilleure que la situation actuelle. Aurèle Jean Pariot, vous êtes géologue et hydrogéologue, conseil pour les communes de Gland, Genelier, Argy-le-Muy. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces explications et très belle journée à vous. À très bientôt. Volontiers. Au revoir. Au revoir. On ouvre à présent une page de sport à Morges. C'est un gros ouf de soulagement pour les clubs utilisateurs de la patinoire de Morges. Il y aura bien de la vraie glace. Les conseillers communaux ont opté pour la solution d'urgence proposée par la municipalité afin de sauver la saison aux eaux minérales. Ils ont écarté donc l'idée d'installer une surface synthétique. De la glace, on passe à l'eau avec le club de water-polo. Stéphane Ferrer et les Mernadji, je vous invite à me rejoindre sur ce plateau. Bienvenue, merci beaucoup. Oula, ne cassez pas tout va bien, on est en sécurité. Venez, installez-vous seulement, je vous le disais. Après un an après sa création, Aquatics Club La Côte et son équipe de water-polo va désormais évoluer en LNB et sera même en quart de finale de la Coupe Suisse. Stéphane Ferrer, cette montée en LNB, j'imagine que c'est une satisfaction, mais qu'est-ce qu'elle représente pour le club ? C'est énorme parce qu'après seulement 7 mois d'existence, on ne va pas revenir sur le passé, mais c'est vrai que c'est un club nouveau. Nous avons démarré directement notre championnat en Ligue régionale 1 et notre objectif était de pouvoir monter en Ligue nationale B. Ça a été très compliqué. Il a fallu rattraper l'ensemble des matchs puisque nous avons démarré en plein milieu de la saison, donc au mois d'avril. Et nous avons terminé sur le podium de ce championnat et nous sommes promus donc en Ligue nationale B. Et dès ce mois-ci, nous allons démarrer la saison
en Ligue nationale. Alors vous avez parlé de ce long parcours. C'est vrai que la plupart des poloistes Aquatics Club viennent du CNN, qu'ils vous ont suivi suite à votre départ du club. Au CNN, vous évoluez donc maintenant en LNB. On peut dire que c'est une suite logique. C'est une suite logique, effectivement. Il faut dire qu'aujourd'hui, Aquatics Club représente entièrement ce qui existait au Cercle des nageurs de Nyon à l'époque, c'est-à-dire au niveau de la section water-polo. L'entier du staff et de l'équipe de water-polo ont basculé chez Aquatics. Elemer Nagy en est aujourd'hui la représentation, puisqu'il est aussi en équipe nationale et il s'entraîne avec nous depuis plusieurs semaines maintenant, voire quelques mois. Et ça fonctionne très très bien comme ça. Ouais, Elemer, justement, comment est-ce que vous définiriez Aquatics Club et cette équipe, votre équipe de water-polo? Déjà, c'est un nouveau club qui vient d'être construit il n'y a pas très longtemps. Moi, personnellement, je trouve qu'elle répond mieux à mes standards pour pouvoir jouer en plus haute ligue. Il y a plus les joueurs qui sont plus à mon niveau pour pouvoir mieux jouer plus puissamment. Puis je trouve que c'est bien, j'aime bien. Ouais. Pourquoi justement être parti du Cercle des nageurs de Nyon, puisqu'on en a parlé? J'avais plus le niveau sportif et les nouveaux joueurs pour pouvoir jouer avec les adultes. Du coup, il n'y avait pas de ligue nationale, puis moi, c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir jouer, enfin, à plus haut niveau. Du coup, je suis allé à Aquatics. Oui, la suite logique, donc. Maintenant, pour cette suite et pour ces enjeux, justement, pour les enjeux de cette saison, est-ce qu'il y a des clubs peut-être qui vous font peur? Comment est-ce que vous analysez justement les autres équipes? Il n'y a pas vraiment de club qui me fait, soi-disant, peur. Je sais qu'il y aura des C'est une bonne chose. Ouais. Je sais qu'il y aura des adversaires compliqués, mais ça fait partie du jeu. Il n'y a pas vraiment de peur à avoir. Ouais, Stéphane Ferrer, quels sont les objectifs de cette première équipe de water-polo? Alors c'est une première pour nous cette année sous l'égide et sous les drapeaux Aquatics. L'objectif est de consolider l'équipe, de faire travailler l'ensemble des jeunes qui nous ont aussi rejoints. Elemer a aussi son frère Marton, mais il y a aussi le jeune Luca Radosta. Vous avez Amélie Radosta également chez les filles, puisqu'on a l'ensemble des filles qui sont également venues chez nous. Je pense à Nora et Mies qui sont en équipe nationale également. Elles ont terminé 3e du championnat suisse là très récemment, le week-end dernier. Donc l'objectif pour nous, c'est de faire évoluer les jeunes. C'est exactement l'objectif que nous avions à l'époque au Cercle des nageurs de Nyon. Celui-ci continue et perdure pour alimenter l'équipe première d'adultes en Ligue nationale B, et ça c'est l'objectif prioritaire. Après, on souhaitera bien évidemment aller en Ligue nationale A, et ça c'est un objectif à 2-3 ans. Je rappelle que nous avons investi avec un recrutement avec un head coach, donc le croate Branko Bjelanovic, qui vient de Genève, en l'occurrence, puisqu'il était au club de Genève très récemment. Il est resté une dizaine d'années là-bas. Et il nous a rejoints pour développer l'équipe et atteindre nos objectifs sportifs. Ouais, vous avez également investi dans la jeunesse, mais aussi la formation, notamment avec l'école de water-polo. Comment elle se porte depuis l'ouverture? Magnifiquement bien. Nous sommes actuellement basés donc, à la piscine de bassin, que je remercie énormément d'avoir pu laisser des créneaux ouverts justement pour qu'on puisse démarrer cette école de water-polo qui a démarré en mars dernier. Chaiseray, aujourd'hui, il n'y avait pas les créneaux, mais nous travaillons donc pour l'école de water-polo, mais nous travaillons déjà beaucoup depuis plusieurs mois. Je les remercie également énormément, puisque c'est eux qui nous ont permis, pour l'équipe adulte, de pouvoir nous entraîner tous les lundis et d'avoir pu accueillir tous les matchs à domicile, tous les samedis soirs. Donc l'AIAIB, donc l'association à Chaiseray qui gère la piscine, nous a beaucoup aidés. Nous espérons également pouvoir utiliser les bassins de la piscine de Nyon. Oui, justement, où en sont les discussions avec la ville de Nyon? On sait que vous aviez demandé des lignes. Où en sont ces discussions? Écoutez, je vois demain M. Dimitriades à ce sujet. Il y a eu plusieurs refus de la commune. Je vous avoue qu'on ne comprend pas très bien le pourquoi du comment. C'est quelque chose qui nous manque. Nous sommes aussi un club nyonnais. Nous sommes basés à Nyon. On est sur les registres des associations sportives nyonnaises. Et j'espère que la ville de Nyon, M. Dimitriades et ses équipes pourront trouver les solutions pour nous accueillir à la piscine du Cossy et même peut-être à la piscine de Colovray pour nos futurs matchs et également pour nous entraîner. Ouais, et les maires, justement, est-ce que pour vous, ça a un impact, le fait de devoir vous déplacer peut-être soit à Bassin, soit à Chaiseray?
Personnellement, les déplacements, moi, puisque je ne conduis pas encore, on les résout en covoiturage avec les joueurs plus âgés. Mais bien sûr, s'entraîner plus proche, comme à Colombres-Réunion, comme l'a dit Ferrer, ce serait bien sûr plus simple et meilleur, je trouve. Mais ça ne pose pas de souci en soi. Ouais. Pour revenir aussi à cette équipe du CNN, aujourd'hui Aquatics Club, on voit le water-polo prend aussi sa place dans le domaine sportif. Jusqu'ici, on parlait beaucoup peut-être de foot, de basketball. Est-ce que vous, c'est une certaine fierté de voir qu'aujourd'hui, il existe aussi plusieurs clubs dans la même région? Ouais, oui, j'aime bien cette idée de diversité, d'avoir plus en plus de personnes qui pratiquent ce sport. Mais c'est bien, oui. En matière de compétition aussi, est-ce que peut-être ça donne un peu plus la niaque? Non, personnellement, ça va, ça pousse à vouloir s'entraîner plus et de manière plus dure et plus motivée, mais il n'y a pas vraiment. Expliquez-nous comment ça se passe un petit peu, puisque vous êtes là, j'aimerais comprendre un petit peu l'ambiance aussi du club, les entraînements, les matchs, comment ça se passe pour vous au sein de ce club? Les entraînements, c'est comme un entraînement normal, du coup, on s'échauffe, on fait quelques longueurs, après on fait de la balle, des jambes et puis un match d'entraînement. À la fin, de temps en temps, pour fêter, s'il y a quelque chose, on fait un apéro, ce qui est bien. Ouais, on a entendu parler d'un head coach, c'est peut-être une plus-value. Où est-ce que vous ressentez justement ces différences aujourd'hui? J'ai l'impression que les entraînements ils sont plus difficiles quand par exemple on fait un match d'entraînement, parce que je me retrouve avec des personnes de plus fort gabarit puis qui jouent mieux qu'avant où je m'entraînais. Stéphane Ferrer et Lémer Nagy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez déjà essayé de faire du parcours? Du parcours? Oui, le sport des Yamakasi, on grimpe, on saute par-dessus les éléments, les obstacles. Non, je suis pas assez bon dans cette discipline-là. Peut-être pas au niveau de la souplesse aussi, et pas assez courageux. Ouais. Et je suis très admiratif quand je regarde ces vidéos, c'est magnifique. Et Lémer, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un sport qui vous parle? Non, moi je reste plus dans le sport aquatique. Dans l'eau, très bien. Bon, peut-être l'occasion de vous en convaincre maintenant avec Alexandre. C'est quoi le parcours? Donc, c'est d'abord un sport qui a été pratiqué dans le milieu urbain et popularisé par les Yamakasi. Un sport maintenant reconnu par le programme Jeunesse et Sport qui se pratique notamment en salle. Un cours 100% féminin aura lieu à Parcours Expo à Morges le 11 septembre. Alexandre s'est également tenté et s'est laissé séduire par l'expérience. Regardez. Comme ça. Alors je me trouve aujourd'hui dans la zone industrielle de Morges. Qu'est-ce que c'est le parcours? Je vais visiter Parcours Expo qui a ouvert il y a 2 ans ici. Bonjour Daniel. Bonjour, voici la salle. On travaille avec plein de styles de modules différents, des modules déplaçables et des modules fixes. Le but c'est de sauter sur ces caisses en bois. Ouais, donc c'est une méthode d'entraînement qui consiste à franchir des obstacles, à faire des sauts. Ça regroupe plein de styles de mouvements différents. Donc que ça soit passer par-dessus des caissons comme ceux qu'on voit là derrière moi. S'accrocher ici au bas. Se balancer à des barres, etc. Et puis ça peut aussi être pour certaines personnes aussi des figures, des sauts périlleux. Moi j'ai un peu cette image du parcours qui se faisait justement en milieu urbain comme vous le disiez. C'est nouveau que ça se fasse en salle? Ouais, alors donc en effet, le sport à la base, il a été conçu années 80-90, c'est là que ça s'est créé. Ouais. Après, c'est que par la suite qu'en effet, années 2000 et tout, ça s'est médiatisé. Tout d'un coup, on a commencé à voir ça dans les films, dans des vidéos. Ouais. Yamakasi, David Bell, etc. Il y a commencé à avoir quelques salles, d'abord dans des salles de gym, etc., d'école ou autres. Et puis, plus récemment, il y a des structures plus précises telles que celle-ci qui ont commencé à se mettre en place. Bon Daniel, maintenant c'est à moi de jouer, c'est ça? Oui. Petite initiation avec une coach perso. Bonjour Anne. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Le parcours c'est un sport hyper créatif qui a des variations un peu infinies, mais il y a une certaine quantité de bases qu'il faut savoir. Ok. Si on veut pouvoir déjà apprendre à être à l'aise avec son corps et aussi en sécurité dans les différents mouvements ne pas se blesser, Ne pas se blesser. Là, on a un caisson, on va mettre une main, une jambe sur le muret avant de pouvoir le traverser. Donc moi j'y vais, je mets une main, je mets une jambe. Alors exactement pas ça. Ah, pas ça. Exactement. Ah ok, voilà, fallait que je me trompe. C'est ça, c'est normal, il y a des erreurs. Donc ça va toujours être la main et la jambe opposées. Ce qui fait que les hanches, elles sont toujours face à l'endroit où on va se diriger. D'accord. Et la jambe du milieu va pouvoir passer au milieu de base sans trop de vitesse. Et après, on va essayer de mettre un peu de vitesse parce que l'idée, c'est quand même d'être le plus efficace possible. Effectivement. Toujours, comme partout, essayer d'être toujours le plus léger possible. Le plus léger possible. Tes articulations. Ce pied-là, le pied comme ça. Exactement. Jusque-là,
Jusqu'à là, c'est top. Quelle note, Anne? Je pense que je peux faire mieux, on va dire un petit 7 pour débuter. Oui, il faut être honnête. Faut être honnête. Moi, j'aimerais bien aller dans la mousse, Anne. Qu'est-ce qu'on fait On pourrait essayer un petit side flip. C'est comme un front flip, mais cette fois, on va partir de côté. Ah! Alors, Anne, je suis pas sûr de monter pareil. Hein. Ah, voilà! Ouais. C'est parfait. C'est bon. Ah ouais, non, mais ça, moi, je peux pas faire, moi, ça. Je me laisse tomber. Tu te laisses tomber comme tu veux, tu verras, il n'y a pas de risque. Super, d'accord. Eh ben, on y va. Oh, voilà. Le téléphone en moins. Le téléphone en moins. Pas de dégâts pour moi, mais pour le matériel, oui, par contre. Alors là, il faut que je sorte de ce truc. Alors, on va assister à un cours avec des enfants, avec vous, Guillaume. Ouais. Alors, ils sont combien et puis c'est quel âge, là? Alors, normalement, ils sont 7, si je ne me trompe pas, et l'âge, ça dépend, c'est de 8 à 13. Ok, vous allez leur apprendre quoi? On va faire des passements, les bases, Ouais. un peu d'échauffement. Ensuite, on va faire un peu de motricité, d'étirement. Point de vue purement matériel, il ne faut pas grand-chose. C'est ça aussi qui est cool. Qui rend le sport accessible. C'est très accessible parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter du matériel ou ci ou ça. D'ailleurs, ce sport est enfin cette année reconnu par la Suisse comme sport officiel, par le programme Jeunesse et Sport entre autres. Donc il y a de plus en plus de structures qui commencent à se mettre en place. Allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Tout le temps en mouvement. Bac à mousse, non, pas de bac à mousse. Combien de membres aujourd'hui par contre? Ouais, alors on est 160, 170 sauf erreur. Donc nous on donne des cours vraiment à tout âge. On a des cours à partir de 5 ans. Ouais. On a des cours adultes aussi, on a un cours exclusivement féminin. T'es gamin, tu grandis, tu t'amuses à sauter par-dessus un truc ou bien avec tes potes, regarde, j'arrive à passer par-dessus ou j'arrive à faire ci, vas-y essaye, oh t'arriveras jamais à sauter par-dessus la rivière. Moi je pense que la demande elle a toujours été là en vrai. Fini! Bravo! On passe à présent à la culture. Figure de Nyon, le guitariste et chanteur brésilien José Barrense-Dias a célébré son 90e anniversaire la semaine dernière. À cette occasion, la municipalité a souhaité lui rendre hommage avec une petite fête organisée au château de Nyon en compagnie des proches et des amis de l'artiste. Nous y étions. Dans quelques jours, José Barrense-Dias célèbre son 90e anniversaire. Et à cette occasion, la ville de Nyon a décidé de lui organiser ce soir une petite fête. Juste ici, au château de Nyon. Mais alors, qui est José Barrense-Dias? Petit cours de rattrapage ici dans la région, c'est une célébrité. José Barrense-Dias arrive en 1965 à Nyon. En 1969, il sort son premier album et il fera d'ailleurs la tournée du célèbre chanteur Henri Dess. Guitariste brésilien, et José Barrense-Dias est surnommé o Canhoto car il joue de la main gauche, la main du diable. Dans la région, il sera plusieurs fois invité, notamment au Montreux Jazz, mais également au Paléo Festival de Nyon. Regardez, les premiers invités arrivent, juste ici, on va y aller. C'est au 2e étage. Allez, en tout cas, on voit déjà, il y a des cadeaux, il y a des fleurs. Alors derrière moi, plusieurs personnalités connues, notamment du monde culturel, qui sont à la fête et qui trinquent en attendant que la fête justement commence. Et puis là, juste ici, la célèbre guitare de José Barrense-Dias qui va certainement profiter pour nous faire et nous jouer un petit extrait. Qu'est-ce qu'on célèbre ce soir ? Alors on célèbre les 90 ans de José Barrense-Dias, un des plus grands artistes de Nyon, de sa région et même de notre canton. C'est ma vie. Donc conteur, chanteur, musicien, extraordinaire. C'est un personnage et je suis très fière d'être sa fille. Il a fait partie de beaucoup de choses. Il était proche des milieux du théâtre, théâtre alternatif qui s'organisait un peu à Nyon. Il était toujours dans tous les coups. Pierrette, bonsoir. Est-ce que vous m'accordez quelques petits mots puisque vous avez partagé la vie avec José Barrense-Dias? Oui. Vous qui le connaissez bien, qu'est-ce qu'il a apporté? Déjà son aura, ce qu'il est dans la vie. Une touche brésilienne, on va dire, parce que au Paléo, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de guitaristes brésiliens qui viennent jouer. Tout le temps. Même des cris de jalousie avec ma mère entre la guitare. Mais c'est quelqu'un qui a une telle envie de vivre. On ne peut pas se permettre de ne pas aimer la vie avec lui. Il a apporté une note pétillante et heureuse et souriante pour notre vie. Avec ma casquette de municipal de la culture, je dirais qu'il a fait rayonner notre ville.
Puis avec la casquette d'Alexandre Demetriades, que j'ai connu M. Barenzedias depuis que j'étais tout petit. Donc il m'a énormément apporté, parce que c'est un conteur qu'avec ma famille on connaissait bien. Il a une grande forme quand même, c'est impressionnant. À 90 ans, jouer encore comme ça de la guitare, chapeau. Hein. Il est resté très proche d'une musique primitive, d'une musique du Nord-Est et traditionnelle. Il est resté très fidèle à ses racines. Évidemment, José, c'est la star de ce soir, mais on va essayer de s'approcher gentiment. José Barenzedias, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet anniversaire? Ça représente quelque chose de bien parce que je me sens bien. C'est extraordinaire de penser que j'ai beaucoup d'amis parce que je cherche à partager ça aussi en musique. Je ne garde pas pour moi. C'est une façon à moi et qui me donne le privilège de rêver peut-être à l'âge éternel. Pour les 90 ans justement de José Barenzedias, qu'est-ce qu'on lui souhaite? On lui souhaite de réussir toujours, parce qu'il se produit toujours, je crois. Et puis longue vie et surtout bonne santé. De continuer longtemps à nous éblouir avec sa musique. Parabéns a você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Alors, il y a un petit problème. Parce que dans le jazz, à peu de 5 ans, donc on tombe dans le temps. Parabéns a você, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. C'est donc entouré de ses amis en musique et avec beaucoup de philosophie que José Barenzedias a célébré son 90e anniversaire. Quant à nous, on va attendre encore un petit peu avant de le lui souhaiter parce que de 1, on n'est pas très sûr de la vraie date de son anniversaire et surtout parce que ça porte malheur de souhaiter un joyeux anniversaire en avance. En tout cas, on se réjouit de le voir peut-être au festival et au Paléo parce que vous le savez, cette année, la thématique du Village du Monde, ce sera le Brésil. Et qui de mieux pour chanter le Brésil que le célèbre guitariste José Barenzedias. Et c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.